Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne Twitch pour un nouveau live. C'est Pierre qui vous parle. Comme d'habitude, je suis avec Constant. Comment ça va, Constant? Bah ça va super bien, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau live. Et ouais, on est de retour cette semaine, après la semaine dernière avoir enregistré un podcast un petit peu spécial, si vous l'avez écouté, vous le savez, en anglais avec Brandon Rabar, un insider du Thunder. Donc On a pu vous montrer nos merveilleux c'est accents ça. anglais. J'hésitais à te vader dès le début sur ça, j'ai dit non, la semaine dernière, il y a 2 semaines je l'ai taclé, là je vais éviter. Euh, Ah, vas-y, vas-y. non, mais en vrai, si vous n'avez pas écouté l'épisode, c'était vraiment très intéressant, c'était vraiment un gros truc pour nous, donc on vous invite bien sûr à le faire. Cette semaine, après un peu plus d'un mois de compétition, environ 20 matchs, on va revenir sur plusieurs interrogations qu'on a, plusieurs questions que l'on se pose désormais, qu'on ne se posait pas forcément en début de saison, à voir. Et on va commencer tout de suite, et la première d'entre elles, c'est une qui vient de toi, Constant, et elle va traiter du sujet de l'année pour le Thunder, c'est le tanking. Ah, Euh, En fait, je vais la détourner un petit peu, et la question c'est, est-ce que c'est grave si le Thunder ne tank pas cette année, ou plutôt, moi j'ai plutôt envie de dire, est-ce que c'est grave si le Thunder n'est pas vraiment nul cette année, c'est-à-dire que via notre propre choix, on n'a pas un top pick, un top 5, un top 3 par exemple. alors, Et je sais que ça ça c'est c'est autre quelque chose chose. qui te tient à cœur, donc je vais te laisser commencer. Ça, c'est autre chose, c'est un autre débat. Mon point, la question que je me posais, et je ne sais plus quel insider de Casey a soulevé ça, je crois que c'est Andrew Schleck, si je dis pas de bêtises. C'était que quand tu es une équipe qui tank, tu fais ça dans un but d'accumuler des jeunes pour qu'ils soient meilleurs, pour que tu deviennes meilleur l'année d'après. Sauf que la situation de Casey est différente, puisque au Casey, avec Lugensdort, avec Shea, avec Malédon, avec Baisley, avec Poku aussi, a déjà des jeunes potentiellement qui peuvent exploser. Et dans le cas de Shea, de Dort, tu as déjà deux joueurs qui sont starters NBA dans quasiment toutes les franchises. Et le truc, c'est que si OKC gagne des matchs, pour moi, c'est pas si grave, tout simplement parce que tu gagnes pas des matchs parce que, bon, il y a le match contre Phoenix, mais tu gagnes pas des matchs parce que George Hill t'a mis 25 points ou parce que alors Ford t'a mis 30 points. Tu gagnes pas des matchs grâce à tes vétérans. Tu gagnes des matchs parce que, je sais pas, Dort a fait un gros match parce que Shea a tourné en 25-6-6. C'est des victoires qui, en fait, te construisent ton collectif de jeunes et qui sont à mettre au crédit de tes jeunes. Et au final, c'est pas si grave si tu gagnes ces matchs Mhm. puisque ça te permet de former d'une part ta jeunesse et de l'autre part de les faire progresser, de les habituer à gagner, de les habituer à se battre. Donc je me dis que, tu vois, si on avait une équipe où il y avait que des vétérans, je comprendrais que ce soit un peu chiant de gagner, puisqu'au final, tu vas te retrouver l'année prochaine sans vétérans avec des joueurs jeunes qui seront moins forts. Mais là, tu as déjà des jeunes joueurs qui sont forts, et en plus, ces jeunes joueurs te font déjà gagner. Donc si tu te retrouves, et en plus avec tous les pics de draft qu'on a, si on veut monter à la draft, on va monter à la draft. Donc je me dis que franchement, c'est pas si grave de gagner des matchs parce que c'est tes jeunes qui te font gagner ces matchs-là et que le Ouais. tanking, si on, comme je l'ai dit, si on est en 8 et qu'on veut monter en 2, il n'y aura pas de souci, on arrivera à monter à ce niveau-là. Donc vraiment, la défaite à tout prix, j'ai pas l'impression que ce soit primordial cette année. Je suis plutôt d'accord avec toi, alors que je change le titre de la vignette en direct, petit oubli de ma part. Non, je suis plutôt d'accord avec toi, on a déjà une question dans le live. Rappelez les pics qu'on a. Alors on a notre propre pic déjà, Oui. et ensuite on a... Ah, j'aurais pas dû le présenter comme ça en plus. On Alors, on va n'a pas avoir notre les propre. deux meilleurs pics entre le nôtre, celui de Houston qui est protégé 1-4, et celui du Heat qui n'est pas protégé. À Voilà. savoir que si le pic de Houston tombe dans ce range de 1-4, on récupère quand même le pic du 8. Exactement. Donc on aura deux choix dans tous les cas, deux choix qui sur ce début de saison s'annoncent plutôt haut. On va voir comment ça évolue ensuite. Et peut-être un troisième. Peut-être, selon les Warriors. Alors, je te rejoins plutôt sur pas mal de points. Déjà, on s'attendait pas à avoir une équipe qui monte ces qualités-là et qui est à ce niveau-là. C'était la première chose. On s'attendait vraiment à avoir une équipe en grande difficulté. Là, on est C'est le cas vraiment... sur certains matchs. Oui, c'est le cas sur certains matchs, mais il y a vraiment On est des matchs 29e au net où... rating, hein. Oui,
Ça, c'est un point, je pense que je vais revenir dessus. Mais c'est vraiment encourageant ce qu'on voit sur pas mal de matchs, que ce soit sur des équipes faibles ou des équipes plutôt fortes. Il y a des matchs qu'on a plutôt bien tenus. La victoire à Phoenix, par exemple, très intéressante, alors qu'il manquait un titulaire. Donc pas mal de choses intéressantes, et on est un petit peu surpris du niveau qu'on a depuis le début de saison. Et ce niveau-là, il vient surtout des jeunes, en fait, et d'un nouveau système mis en place par le coach. Donc ça, on peut pas le regretter, et on peut pas dire... le problème, c'est qu'on a des trop forts vétérans, du coup on peut pas perdre, et après on a des jeunes qui se développent pas. Là, au contraire, on a que des jeunes qui se développent, la majorité. C'est eux qui portent l'équipe, on l'a encore vu, on va en reparler pas mal dans ce podcast-là. Donc là-dessus, c'est plus que positif, et on peut pas regretter de gagner des matchs parce que nos jeunes sont forts, parce que si on est plus fort plus tôt et qu'on a déjà des bonnes pièces, en fait des pièces meilleures qu'on ne pensait, je prends l'exemple de Dort par exemple, de Malédon peut-être, il faut pas cracher dessus, en fait, faut continuer de les développer, parce que t'es jamais sûr sur ce que tu vas avoir à la draft, t'es jamais à l'abri d'un burst, t'es jamais à l'abri que ça se passe mal, d'une blessure ou d'autre chose, donc là-dessus on peut pas le regretter. Ensuite, le petit point négatif, mais qui est en même temps plutôt positif aussi, c'est que c'est une draft qui est très forte dans le top 8, en gros. On peut regretter qu'on n'aura sûrement pas le choix 1 et qui va être très dur à obtenir même via trade pour avoir Cunningham, ça on peut le regretter, et on est fans tous les deux de Cade, donc on peut un petit peu le regretter. Par contre, avec les choix qu'on va avoir, c'est presque impossible que OKC n'ait pas un choix, on va dire top 8, ou qu'il ne fasse pas un trade pour l'avoir. Ça me paraît inconcevable que... Même top 5. Ouais. Ça me paraît vraiment inconcevable que en mai prochain, ou je sais plus quand sera la draft, peut-être en juin parce prochain. Que la saison se finit tard, donc c'est peut-être même août. Ça me paraît inconcevable quand l'été prochain, on soit pas tous les deux en live sur le début de la draft pour un lottery pick qui va arriver au KC. Ça me paraît vraiment pas possible. Donc là-dessus, on va avoir un très fort prospect. Ça peut être peut-être pas du Cunningham du coup, mais ça peut être du Mobley, ça peut être du Kuminga, ça peut être pas mal de très bons joueurs. Donc c'est pas Jalen Green, moi ça me va. Ça, on aura l'occasion d'en discuter un paquet de fois. Pas mal de très bons joueurs qui viendront déjà compléter un effectif qui est pas si mauvais que ça, qui n'est pas si loin que ça d'ailleurs actuellement du play-in et des playoffs, on va se le dire. Non, on a un meilleur bilan que Dallas. Oui, voilà. Donc ça, c'était le premier point. Le deuxième, c'est un point qu'on avait pas mal discuté dans notre podcast, justement, qui traitait est-ce qu'on était une équipe trop forte pour le tanking, et que Samson, je crois, avait pas mal discuté, c'est que c'est une saison qui est très aléatoire, il y a plein de résultats aléatoires, il y a des équipes qui battent, les Pistons ont battu les Lakers même sans AD, il y a pas mal de résultats, c'est bizarre, il y a des équipes qui sont moins bonnes compensées, il y a des équipes qui font des très bons débuts de saison, il y en a qui sont très nuls aussi, qu'on aura beaucoup de mal à aller chercher, n'est-ce pas, Détroit. Du côté de la capitale ouais, aussi. Voilà, donc c'est assez dur. Dans un sens, ça serait facile de tanker, de tout envoyer et de faire n'importe quoi, mais dans un autre sens, tu as toujours des matchs que tu vas pouvoir prendre parce que les équipes n'ont pas toujours tous leurs joueurs, ne sont pas toujours prêtes, donc pas mal de choses sur ce point-là aussi à prendre en compte. Après, il faut souligner aussi que là, tu viens de dire que les équipes n'ont pas toujours leurs joueurs, qu'il y a des blessés, qu'il y a des cas de Covid. Nous, hormis alors Ford, au final, qui n'a pas manqué de match en étant blessé, il a juste manqué parce qu'il était père. Tu as Georgie qui s'est blessé, mais sinon, nous, on n'a aucune blessure. Il y a juste Josh Hall qui a été mis de côté pour des raisons sanitaires, mais sinon, nous, on n'a pas eu de cas de Covid. Quand tu vois tout ce qu'il y a eu du côté des franchises, nous, on est plutôt... En fait, le début de saison, on gagne des matchs parce que déjà, on s'accroche, mais aussi parce que notre effectif est quasiment complet tout le temps. Ouais. Et que contrairement à beaucoup de franchises, nous, on n'a pas notre lot de blessures ou de cas de Covid à gérer, quoi. Complètement. Donc là, imaginez juste une blessure de Shea, par exemple, même de courte durée. Je pense pas qu'on fera comme les Grizzlies qui se maintiennent en vie sans Morant. Je pense que ça va être très compliqué. Donc on va pas souhaiter ça loin de là, mais ça à prendre en compte. Juste un petit point là, parce que j'ai vu ça, j'ai vu cette stat passer. Shea, ça fait 3 saisons qu'il joue, il a loupé 2 matchs en 3 saisons. Donc c'est très positif dans un sens parce que c'est un gars qui est pas injury prone, sur qui on va pouvoir compter presque tout le temps. Ah bah clairement. Donc là-dessus c'est très positif, mais on n'est pas à l'abri de quelque chose, d'une blessure plus régulière. Non, Westbrook, ces 4 premières années, il joue tous les matchs jusqu'à Patrick Beverley. On a vu ce que ça a donné après. Donc, Et après même ça, encore une fois, là Shea, ça serait très préjudiciable, mais là Horford a loupé pas mal de matchs. Il a loupé les derniers matchs, et on est bien placé pour le savoir avec Malédon. Il a été très bien remplacé, et tu sens que le système fait qu'on remplace très bien nos joueurs. Donc même, je suis en train de me dire que même via un trade, alors on serait forcément moins fort, notamment notre banc qui en pâtit plus que nos titulaires, j'ai l'impression d'ailleurs. Mais
Mais même en tradant, je pense qu'on restera un minimum compétitif. Alors on ne gagnera pas de match, je ne nous vois pas finir en playoff ni en play-in, mais on ne sera pas du niveau de peut-être de Détroit, peut-être de Minnesota si Towns ne joue pas beaucoup cette saison, peut-être des Wizards si ça ne clique jamais, si Billy Trader, enfin il y a pas mal d'équipes. Je ne nous vois pas au fin fond de la ligue. Non, on peut finir 6ème ou 7ème pire bilan de la ligue. Ouais. Et là, je vois dans le chat, ça en parle un petit peu. Les 4 prochains matchs sont très 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 intéressants dans cette optique là, c'est le plus important. de compétition ou pas, puisqu'on reçoit 2 fois d'affilée les Rockets. Alors, n'importe qui peut gagner ou perdre, on va dire. Il y aura un minimum de victoires pour OKC, j'ai envie de dire. Puisque si OKC perd, on se rapprochera forcément du fin fond de la ligue et d'un choix plus haut. Et si on bat 2 fois les Rockets, c'est eux qui s'en rapprocheront, sans être forcément dans le top 4. C'est 2 fois les Rockets, c'est 2 fois les Wolves. 2 fois les Wolves, ouais. C'est ce que j'allais enchaîner. Ensuite, il y a 2 fois les Wolves. Et pour le coup, c'est 2 matchs contre les Wolves. Si on fait 2-0, ça te fait un vrai écart avec les derniers de la ligue. Et si on perd les 2, tu relances un concurrent direct et tu chutes dans le classement. Donc, les 2 contre Houston sont à domicile. Les 2 contre les Wolves, il doit y en avoir un chez nous, un chez eux, non? On est en homestand. Alors, est-ce qu'il dure Ah non, les 2 sont à Minnesota. Enfin, les 4 sont chez nous, si je dis pas de bêtises. Si c'est un homestand, je crois que le homestand il fait 5 matchs. Ouais. Le premier là c'était contre les Nets, donc on doit faire les 4 à domicile. Je vais vous dire ça tout de suite pour pas dire de bêtises, comme ça au moins ça nous évitera de raconter n'importe quoi. Vas-y Meup pendant ce temps-là. Non, je vois que ça débat pas mal. Alors, au niveau du choix de la draft, plus t'as un choix haut, plus t'as de chance de prendre ton chouchou et de mettre en valeur ton scouting. Alors oui, il y a des drafts où... les 4 sont à domicile. Ok. Oui, il y a des drafts où je repense par exemple à Donovan Mitchell, qui est peut-être un des meilleurs joueurs draftés de son année, et qui doit être en 12. Shea a été drafté assez bas, il y a pas mal de joueurs comme ça. Mais par contre, si t'as le choix 1 et que t'as bien scouté, t'es sûr d'avoir ton gars. Et surtout l'année prochaine, il y aura peut-être une grosse différence entre le choix 3 et 5, parce que en 5, t'auras peut-être pas le joueur que tu veux vraiment, peut-être un Mobley par exemple. Là où en 3 ou en 2, tu l'auras peut-être. Donc oui, on peut très bien drafter, avoir une bonne surprise, mais plus on descend dans la draft, et il y a pas mal de graphiques qui sortent sur ça, plus on descend dans la draft, moins les joueurs accèdent par exemple à des All-NBA Team, accèdent au All-Star Game, etc. Ça, c'est statistiquement, ça c'est prouvé que par exemple un choix 1, très souvent, il va avoir un nombre de All-NBA Team bien supérieur au choix même 4 ou 5. C'est prouvé à chaque fois. Oui, c'est normal, Oui. Mais ça garantit pas un bon joueur pour autant. Oui, ça ne garantit pas un bon joueur, Anthony ça garantit pas une style. superstar. Non, mais Greg Oden, c'est méchant, il y a eu les blessures, mais tu vois, je sais pas, tu regardes la draft 2008 par exemple, en 2, les Grizzlies, pour parler d'eux, ils ont l'immense idée de prendre, je ne sais plus quel pivot, là j'ai oublié le nom. Micic ? Bref. Non, c'était avant ça, je suis bête. Non. Je te dis n'importe Bref. quoi. Ils prennent, je ne sais plus, ils prennent un pivot donc, qui est tellement marquant que j'ai oublié son nom. Et au final, en 4, t'as Westbrook qui est drafté. Ouais. Donc, Et à l'inverse, voilà. même, tu vois, un Fultz qui était très très haut au moment de sa draft, typiquement du niveau de Cunningham, qui était vraiment très très haut, et qui n'a jamais explosé. Bon, beaucoup de problèmes de blessures, beaucoup de différentes problématiques. En tout cas, s'il a explosé, il n'était pas au niveau d'un niveau attendu, et derrière, si je me trompe pas, t'as Doncic en 3 et t'as Trae Young en 5, quoi. Donc, Non, c'est pas cette année-là. Enfin, oui, tu parles d'autres années, mais... Ah non, je pensais à Ayton, pardon. Oui, tu penses à Ayton. Non, l'année de Fultz, c'est l'année où il y a Jaylen Brown ou Jason Tatum. Non, c'est l'année de Tatum. C'est l'année de Tatum où les Celtics redescendent. Donc, pour le coup... Ouais. Et je pense que tu parlais d'Hashim Thabit, si j'y pensais, mais je pense Hashim Thabit, voilà. On l'a dit dans le chat, je pense que c'est ça. Les Grizzlies prennent Hashim Thabit en 2, le bien nommé, et en 4, c'est Westbrook. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, bon, ça sera... il y a Derrick Rose. Je pense que c'est une idée de podcast depuis un petit moment, et qu'une fois qu'on sera plus en playoff, qu'on sera éliminé en finale de conf contre les Lakers cette année, je pense qu'on fera un podcast où on réanalysera les drafts chaque année du Thunder pour voir en fait est-ce que le Thunder est réellement bon à la draft. Parce que on se base ça a déconné. Ou parce qu'en vrai, on se base souvent sur le trio Durant, Harden, Westbrook, Ibaka aussi, qui était très bien drafté. Mais sur les dernières drafts, on peut plutôt se poser des questions. Il y a un débat qui peut se créer.
Donc ça va être intéressant à faire, et aussi de remettre en contexte un petit peu les choses, puisque nous on parle a posteriori après plusieurs années. Toujours facile d'avoir raison. Voilà, exactement. Mais a posteriori, encore une fois, c'est beaucoup plus compliqué. Et oui, c'est possible qu'on soit trompé dans les années de draft et dans les places, mais globalement, voilà, vous avez compris l'idée. Attends. Non, filme ta vie. Bon, vas-y. Est-ce que tu as d'autres choses à dire sur cette petite partie tanking ou je me suis gouré, effectivement. C'était... Michael Beasley, O.J. Mayo en 2, en 3 devant Westbrook, c'est pas beaucoup mieux qu'Hashim C'est pas Thabit. forcément très... Ça doit être Hashim Thabit en 2 et Harden en 3-4, ça doit être l'année... Bon bref. Ouais. Mais toujours est-il que, pour revenir sur ça, c'est pas grave si on gagne des matchs grâce à nos jeunes. Et de toute façon, on a tellement de pics de draft que je pense, même si on veut le 1, on pourra le récupérer. Très sincèrement, quand t'as 17 ou 18 first round, si tu veux récupérer le first pick, t'as moyen de l'envoyer. Enfin, t'as moyen de le récupérer. Et je vois que ça commence de débattre de nos récentes drafts qui étaient plutôt basses. Alors oui, il y a eu des bons picks, Sabonis par exemple, etc. Mais il y en a des très moyens, comme Cameron Payne que je vois citer. Exactement, c'est pour ça qu'on veut en débattre. C'est que Cameron Payne qui a été drafté juste après Devin Booker. Exactement. Donc il y a pas mal de choses à regarder, à recontextualiser, et ça sera intéressant, je pense. Ça sera un épisode qui changera en plus de ce qu'on fait d'habitude. La deuxième interrogation maintenant constant qu'on a tous les deux, et ça va être le débat, je pense que le plus dense du podcast, c'est est-ce que Shai Gilgeous-Alexander est un All-Star cette année? Alors, on va essayer d'être objectif, ce qui va être dur avec Shai, parce qu'on côtoie très régulièrement sur les matchs, on est plus que convaincu de son niveau. On va déjà faire un petit rappel statistique. 22,6-5 pour l'instant environ pour Shai, avec des bons pourcentages légèrement meilleurs que l'année dernière. D'excellents pourcentages. D'excellents pourcentages. C'est l'unique ou presque créateur balle en main de l'équipe. Je le trouve très bon. Je pense qu'il a un impact d'All-Star. Il a notamment un usage de 27% qui a largement augmenté l'année dernière. Il a aussi le traitement d'un All-Star puisqu'il est trappé sur la plupart des actions. On a notamment pas mal vu contre Houston où sur chaque pick and roll il était blitzé par DeAndre Jordan par Brooklyn. Par DeAndre Jordan et par le joueur qui défendait sur Shai. Donc il a le traitement, il a l'impact, il a presque les stats. Est-ce que il manque quelques trucs, et je sais que tu en as plusieurs à citer, j'en ai aussi. Toi, est-ce que tu le mets dedans, et pour quelles raisons, oui ou non? Alors, est-ce que tu veux qu'on donne déjà nos locks? Non, commence déjà juste par parler de Shai, et après on parlera concurrence, parce que ce sera le dernier point le plus compliqué, je pense. Shai, alors effectivement, il fait une grande saison. Il fait une grande saison, là, depuis quelques matchs. Il est pratiquement parfait. Il y a un peu de déchets au lancer, ça commence un peu à m'agacer, sachant que nous avec les lancers on a un historique, mais il prend plus de lancers, il prend moins de 3 points qu'en début de saison, et bizarrement il les rentre, peut-être aussi il en prend des meilleurs, moins de step back par exemple. Moins de step back, et puis plus de tirs en catch and shoot, moins forcé. Il va un peu plus près du panier, il va un peu plus driver qu'en début de saison aussi, où il restait un peu plus au large. Le leadership incroyable, moi je pense que c'est le point qui me satisfait le plus, c'est son leadership extraordinaire. Comme tu l'avais mentionné je crois que tu avais fait un post Twitter où tu le mentionnais, effectivement. Ça se retranscrit pas dans les stats, mais en termes de All-Star, être un leadership, être le leader de ton équipe, pas forcément au niveau des fans, mais quand les coachs vont décider de qui seront les remplaçants, ça peut potentiellement jouer dans la tête d'un coach. Le traitement, comme tu l'as dit, il est traité comme All-Star. Alors, est-ce que c'est dû au fait que c'est le seul joueur qui est quasiment capable de créer son tir dans l'effectif? Peut-être, mais toujours est-il qu'il est trappé quasiment tout le temps. Donc, Et il a tout le temps le meilleur défenseur sur lui aussi, si tu pars même que de ça, où il n'est pas trappé. Alors, contre les Nets, le premier match, c'est KD qui défend sur lui. Donc, Après, moi, j'ai deux reproches qui sont... Shai, cette année, il a 51% au tir, mais il prend 0,4 tirs en plus par rapport à l'année dernière. Ça, c'est incroyable. Effectivement, ses assists ont augmenté, mais moi, j'aimerais bien le voir parfois un peu plus égoïste. Je sais que j'en ai parlé avec le reste de l'équipe en privé, mais moi, il y a des moments, par exemple, au premier quart-temps, où je le trouve un peu trop laxiste, et moi, j'aimerais bien qu'il se mette un peu plus en jambes d'entrée, parce qu'on sait très bien que... Là, on va parler après de la concurrence. Je sais, il est en 22-5-6.
s'il était en 25-5-6, il n'y aurait même pas de débat, Mm. il serait dans les Il stats aurait All-Star. un bagage supplémentaire. Et je suis d'accord avec toi sur sa passivité, j'ai envie de dire, sur la plupart des matchs, et même souvent en début de match d'ailleurs, parce qu'il s'énerve Mhm. souvent en troisième quart-temps, on va dire. Ouais, ou en fin Euh, de mi-temps et aussi. je me souviens, je crois que d'un live de Morgan, alors je me souviens plus quel match c'est, où à un moment il nous dit c'est Shea qui a pris le moins de tirs dans le 5 majeur. Enfin, tu te dis, Mhm. euh, je veux bien que les autres, ils servent bien Horford, ils servent bien les autres joueurs, que Dort est chaud, mais à un moment, le talent offensif, c'est lui, quoi. C'est pas Non, les autres joueurs. clairement. Clairement. Il fait penser un peu au Westbrook, époque MVP, où au premier quart-temps, il faisait ses 10 passes et où après, il mettait 30 points. Et après, il croquait, et après, il mettait tout. C'est un autre débat. Mais non, mais ouais, il me manque un petit peu un peu plus, une moyenne un peu plus haute au point. Et du coup, je me pose là, enfin, ça rejoint mon autre point qui est, il me manque une grosse perf. Ouais. Une perf où c'est relayé par tout le monde, et on se dit, ah, ça y est, ça c'est une perf d'All-Star. Ouais. Genre un 35 points avec peut-être un game winner. Même un Mais vraiment, triple-double, parce que si tu te souviens de nos prévisions de début de saison, on disait qu'il allait en faire. oui, mais il en fait pas là. Mm. Donc, il est pas loin, hein, mais il en fait pas. Surtout une grosse perf au point, tu vois, un triple-double, au final, c'est tellement banalisé que je suis pas convaincu que tu puisses encore impressionner les gens avec un triple-double. Mais une grosse perf au scoring, tu mets, Après, tu je sais fais pas. un 20-10-10 ou un 25-10-10 dans une victoire contre une équipe, on va dire, décente NBA, ça marque quand même, je pense. Tu vois, il t'aura. Oui, mais ça marque pas au point de te dire c'est un All-Star. Ouais, Alors que je si suis tu fais d'accord un avec toi. match à 40 points, Parce ça, que un ça, petit ouais, ça. 40 points, 5 rebonds, 6 passes là, tu marques plus, j'ai l'impression qu'avec un triple. Mm. Non, après, pour donner un petit peu mon point de vue, je te rejoins complètement sur déjà ses progrès qui font de lui un candidat All-Star, hein, parce on n'était pas sûr forcément au début de saison qu'il allait l'être, on pouvait l'espérer, mais là il montre que clairement il a son mot à dire dedans. Même, je vais réagir un peu de ce que je vois dans le chat, on veut pas d'un Russ Bis, ça c'est sûr et certain, puisqu'il n'y a pas besoin de ça. Je pense qu'il pourrait pas le faire, il a pas la mentalité pour, mais Non, non, mais je demande pas à ce qu'il Non, soit comme ça, mais mais je suis d'accord avec t'as, toi. t'as 15 tirs tentés, monte à 18. Ouais. Non, non, mais je suis d'accord avec toi qu'il peut augmenter ses tirs, et notamment sur les derniers matchs, il finit les matchs, il a 7 sur 10, 8 sur Il 12. est 8 sur 12. Il y a que Enfin, le match contre Portland ou non, contre Phoenix où il a été en difficulté. sur la fin de match notamment. Surtout, Euh, ouais. ouais, donc tu peux vraiment te permettre ça, tu peux te permettre aussi plus d'erreurs, parce pour l'instant, il est à un peu plus de 2 pertes de balles par match, 6 passes, donc t'as un ratio passe décisive turnover à Il est 3 quasiment il est qui est. quasiment à 3 Ouais, turnovers quand même, hein. Il est à ok. 2,8. On va dire il est à 2,5 le 2,5. ratio assist Et turnover. ce qui est bien, enfin, tu mets en valeur tout le monde, c'est très bien, et c'est d'ailleurs pour ça aussi que ça marche, parce que chez Aude, il est très agressif au cercle, mais ça lui sert beaucoup à mettre en valeur les autres joueurs. Si je me trompe pas, c'est le deuxième joueur qui drive le plus par match après Doncic. Il est efficace sur ses Mhm. drives. On le verra ensuite parce que j'ai une petite stat par rapport à Théo Malédon, mais c'est lui qui joue le plus de pick and roll de l'équipe et très loin. Il en joue 9 par match et le Ouais. deuxième doit être à 3 ou un truc comme ça. Donc c'est vraiment le seul créateur, donc très impressionnant ce qu'il réalise. En fait, tout va pour qu'il soit All-Star, et autre chose peut-être qui lui manque, donc ce statement game, comme tu l'as dit, où il va mettre beaucoup de points, faire un énorme match, aussi une performance dans le clutch qui va avec, souvent c'est plutôt bien pour accompagner ça. Mhm. Et moi, ce qui me manque peut-être aussi, et ce qui lui manquera, ça sera le bilan du Thunder. Bah Euh, ça. Puisqu'on le sait, au All-Star Game, il y a des places données entre guillemets aux meilleurs joueurs des équipes fortes. Par exemple, cette année, Utah va avoir De All-Star. deux All-Stars, probablement on va en reparler juste après, mais leur classement est largement. Par exemple, Phoenix, s'ils sont dans haut dans le classement, Booker y sera par exemple, ou Chris Paul. San C'est presque Antonio. obligatoire. San Antonio aussi, s'il continue d'être bon. Donc là-dessus, il sera désavantagé si le Thunder n'est pas, on va dire, à hauteur du play-in. Il faudrait que ça soit au minimum pour qu'il soit considéré, on va dire, et ça va être compliqué. Ça dépend des autres. Ouais, ça dépend des autres. Je vois qu'on nous parle de ses performances dans le clutch. Effectivement, il y a eu quelques mauvaises performances. Ça avait commencé le Contre premier match de Portland, c'est l'année. pas ouf. Ouais. Le premier match de l'année, c'était l'ascenseur émotionnel, puis il fait n'importe quoi avant de mettre un game winner. Le Mais c'est vrai deuxième, il qu'il. manque le game winner. Exactement. Mais c'est vrai que ça a été. Il y a eu des choix compliqués. Il a essayé des fois trop en faire du coup tout seul dans ces moments-là où il a forcé un peu de tir, alors qu'il a été très bon dans la création pour les autres dans ces moments-là. Donc c'est aussi une preuve J'aime de bien, ouais, ça. maturité.
même s'il est maladroit, j'aime bien sa fin de match contre Phoenix. Ouais. Dans la Au création, c'est niveau de très la, fort. la création, il était bon. Très très fort dans la création. Après, il a corrigé un petit peu son truc au lancer franc, justement contre Phoenix, il les met à la fin, si je me trompe pas. Alors contre Ouais. Portland, il les loupe. Ouais. Donc voilà, lui aussi, il est en formation, faut pas l'oublier. Et je pense que ça viendra et que c'est un joueur qui n'a pas peur. C'est ça aussi le Oh principal. non, clairement pas. Donc voilà pour globalement présenter un petit peu le dossier. Maintenant, on va parler de la concurrence. Hmm. Puisque c'est le gros point en fait aussi qui va sûrement C'est le empêcher problème. Shai, on va le dire, d'aller au All-Star Game, c'est la concurrence. Alors, j'ai fait ma petite liste, on a parlé juste avant en off tous les deux. À l'Ouest, pour moi, j'ai déjà 8 joueurs que je suis certain qui seront au All-Star Game. Stephen Curry, Luka Doncic, Damian Lillard, Kawhi Leonard, Paul George, LeBron James, Anthony Davis, Nikola Jokic. Ça fait 8 joueurs qui seront pour moi au All-Star Game et qui a pas vraiment de débat, je pense. Sachant qu'il y a 12 spots. Hein. Sachant qu'il y a 12 spots. Donc déjà, on en Et enlève que tu 8. peux prendre 6 guards maximum. Ouais. Important ça. Donc déjà, on en enlève 8. Voilà, donc il reste déjà plus que 3 places pour tous les autres. Sachant qu'il y a, sur ce que tu as dit, il y a 1, 2, 3 guards. 3 guards. Si je dis pas de bêtises. Ensuite, comme on l'a dit un petit peu, je vais dire les joueurs un peu en ballottage. Alors il y en a plus ou moins, il y en a peut-être que vous ne serez pas d'accord, mais on va dire niveau stats et niveau peut-être aura, on va dire qu'ils peuvent avoir moyen. J'ai Rudy Pour Gobert. moi, j'ai un lock en plus. Hein. T'as qui en lock en plus, vas-y? Mitchell. T'as Mitchell, ok. Moi j'ai Gobert et Mitchell qui sont juste en dessous en ballottage, mais qui seront très probablement. Parce que le bilan du Utah voilà. était trop fort. Ils y ont, tous les deux, ils sont allés l'année dernière. Je les vois pas ne pas y aller cette année. Je suis d'accord. Ensuite, j'ai Devin Booker, j'ai Ja Morant, j'ai DeMar DeRozan, j'ai Chris Paul, j'ai Zion Williamson, j'ai CJ McCollum, j'ai Christian Wood, et ensuite, bien sûr, j'ai Shea. Si on considère tous les deux que Gobert et Mitchell y seront, on est Ça fait 2 spots. On est à 10, il reste plus que 2 spots. Ça devient short. On va dire que j'ai du mal avec Zion, moi, parce que le bilan et parce que défensivement, etc., je le considère pas comme un All-Star pour l'instant, mais il a une telle hype et une telle aura dans la ligue que il peut l'être. D'ailleurs, si vous regardez quelques prévisions de gros comptes NBA, par exemple ESPN ou autre, il est cité. Il est cité alors que moi je le citerai pas. Ensuite, CJ McCollum est blessé pendant longtemps. Il jouait très 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 bien sur le début d'année, mais il y était, mais sa blessure risque de l'handicaper fortement, voire de l'enlever de cette course au All-Star Game. Donc on en réduit petit à petit la liste. Je vais quand même enlever Darren Fox, que je considère un cran en dessous des autres joueurs qu'on a cités pour l'instant, à part s'il a un gros coup de chaud et que le bilan est pas fou, à part si Sacramento revient. Donc on va se rapprocher d'un débat où Christian Wood y est parce que Houston marche bien en ce moment et qui stats et qu'il n'y a pas beaucoup de grands. Il y a du Chris Paul si Phoenix continue de remonter, et en ce moment Chris Paul est très très chaud. Donc il marque Phoenix un petit peu les esprits. Phoenix un peu moins, mais lui est chaud. Il y a du Ja Morant parce que il est bon depuis le début de saison. Phoenix a gagné sans lui parce il a manqué beaucoup de matchs, donc un bilan plutôt correct, même avec pas beaucoup de matchs. Je crois qu'ils sont 5e là actuellement. Ouais, après ils ont pas beaucoup de matchs, c'est ça qui joue. Et puis lui on a loupé. Hein. Lui on a loupé, mais il est plutôt bon quand il joue et il a la hype et il a l'aura. Donc peut-être qu'ils seront récompensés pour ça. DeMar DeRozan parce que les Spurs marchent très bien et que c'est encore peut-être le meilleur joueur des Spurs, en tout cas statistiquement on va dire, qu'il a fait évoluer un peu son jeu, qu'il a un gros impact. Et voilà, on a fait le tour. Donc en gros, on va articuler peut-être le débat, je vais te donner la parole, autour de Shea ou Booker ou Morant ou DeRozan ou CP3 peut-être, ou Wood. Je sais pas comment tu considères les autres joueurs. Là, il reste 2 spots actuellement. Si on dit, donc on a Curry, Doncic, LeBron, Kawhi, Jokic, Lillard, Mitchell, PG, AD, Gobert. Ça laisse 2 spots disponibles, sachant qu'il y a 6 prétendants. Allez, Shea, Booker, DeRozan, Morant, Wood et Zion. Chris Paul, moi je le mets en dessous. Hein. Je pense que s'il y a un All-Star à Phoenix, ce sera soit Booker, soit Chris Paul. Il n'y aura pas 2 All-Stars à Phoenix. Donc dans tous les cas, t'en enlèves un de la conversation. Donc vous prenez Booker ou Chris Paul si vous voulez, mais il y en aura pas les deux. Ouais. Christian Wood, si Houston continue de cartonner, je pense qu'il y sera. Parce qu'il a la reconnaissance médiatique, il a la progression statistique, je pense qu'il va l'avoir. Si Christian Wood y va, j'ai pas l'impression que Zion va y aller.
Je pense que ça va jouer entre les deux. Et du coup, ça laisse un spot de disponible entre Shea, Booker, DeRozan et Ja Morant. Ouais, sachant que dans le chat, on nous dit que Zion y sera parce qu'il a des stats meilleures, etc. Mais au-delà du statistique et du point marqué, Booker a tourné en 25-5-5 pendant des années, il n'y est pas allé à Ouais. cause du bilan. et Bill l'année dernière aussi, par exemple. Voilà. Je le vois. En fait, quand tu regardes les matchs, je vois très bien l'impact offensif, comment il domine sous le On cercle, voit bien etc. l'impact défensif Mais aussi, l'impact il est pas défensif, positif. all around chez est largement un impact bien plus grand. Après, pour Wood, c'est que c'est la hype Houston, c'est que Houston n'est Non, pas mais il joue bien mauvais aussi. et qu'il joue bien aussi. C'est pour ça qu'on met peut-être Wood devant, parce que le bilan est à prendre en compte. Là où Zion, effectivement, la hype frappe qui y sera peut-être. C'est un peu. Voilà, Après, c'est... la hype, c'est juste pour les starters, hein, parce que pour les remplaçants, c'est les coachs qui choisissent. Ouais, ouais. Mais quand on voit le nombre de matchs à antenne nationale qu'a Zion, qu'a les Pelicans, etc. Voilà. Et on nous dit aussi pas mal que tu dois Booker est un regretter. peu hors catégorie parce qu'il fait pas une bonne saison pour l'instant, Ah bah etc. justement, c'est mon point. Le problème avec Devin Booker, c'est que si Phoenix est top 8, ce que je pense qu'ils seront, t'es obligé de prendre, je pense même que t'es encore plus obligé de prendre Booker que de prendre Chris Paul. Très sincèrement. Parce que Sauf que c'est la phase de la franchise, hein. Alors que honnêtement, Bridges, par exemple, est très fort depuis le début de saison. Et pour avoir c'est écouté un collectif. Jay Ouais. Crowder fait une bonne saison aussi. Et pour avoir écouté un peu le podcast qui se fait sur les Suns, là, que je salue s'ils nous écoutent, il considère presque que Bridges c'est le meilleur joueur ou le plus régulier sur le début de saison, hein. Donc, Le régulier, ouais, meilleur qu'Al. oui. Cameron Johnson fait un bon début de saison aussi. Mais bref, Booker. Booker, l'année dernière, il était en 25-4-6. Cette année, il est en 23-3-4. Donc ça fait déjà quasiment 4 points en moins par match. Ça fait 2 assists en moins par match. Ça fait Ouais. 1 rebond par moins en match. Il est à 47% au tir, 34% à 3 points. Ce sont des statistiques qui sont en baisse par rapport à l'année dernière, alors qu'il joue quasiment le même temps de jeu. Si tu regardes au niveau des stats avancées, il est à 58% au true shooting alors qu'il était à 62 l'année dernière. Mhm. Donc en gros, toutes ces stats, qu'elles soient brutes ou qu'elles soient avancées, baissent. C'est pareil si tu vas chercher les plus-minus dans les stats avancées qui sont des stats un peu plus obscures. Booker est quasiment négatif partout cette saison alors qu'il était positif l'année dernière. En gros, quand il est sur le terrain, il apporte pas de victoire à son équipe. Limite, il dessert son équipe. Et tu regardes par exemple sur 100 possessions, quand il est sur le parquet, l'offensive rating de Phoenix est à 101, le defensive rating est à 109. Ce qui montre bien que il apporte pas forcément du positif du côté de Phoenix. Mhm. Néanmoins, si Phoenix est dans le top 8, Ils vont foutre un joueur de Phoenix. ils vont mettre un joueur de Phoenix. Comme nous, l'année dernière, Chris Paul, il avait pas forcément les stats. Comme OKC était dans le top 5, Chris Paul a été All-Star. Après, il avait un gros dossier, Chris Paul, quand même. Il avait un dossier clutch, solide. Statistiquement, c'était C'était pas pas, le voilà. plus fou. Mais le clutch aidait bien, les victoires du Thunder, la surprise aidait bien. Voilà. Après, là, on est tôt dans les votes et dans ce qui se passe. Si Booker revient rapidement et qu'il se met à stater, ça peut jouer assez rapidement, surtout si Phoenix se remet à gagner et à remonter dans le classement. Donc, pour l'instant, je suis plutôt de ton avis, je pense, de ce que tu as développé. Shea est peut-être devant, mais le classement et l'aura aussi des joueurs, c'est aussi le cas avec Zion par exemple, fait qu'il sera peut-être derrière Booker par exemple, et ce qui est pas forcément justifié dans l'impact de la saison pour l'instant. Donc c'est ça qui dessert un peu Shea aussi, c'est que le Thunder a 0 match en antenne nationale cette année, tout le monde s'y Non, désintéresse on en un a petit. un, je crois. Oui, un Non, peut-être. on en a un sur NBA TV où ça doit être. Enfin, tout le monde Mais se bref, on a désintéresse rien. un petit peu de l'équipe. Là où Phoenix, il y a beaucoup plus de hype, par exemple. Les Pélicans, j'en parle même pas. Ça le dessert vraiment. Après, on a un peu la même problématique avec DeRozan, qui a des stats inférieures à celles de Shea, je considère, mais que les Spurs sont un tel début de saison. Et pour le coup, eux sont un peu reconnus parce que ça reste les Spurs, parce que c'est surprenant, parce qu'il y a des jeunes qui jouent bien. Et ils pourraient aussi favoriser le fait de mettre un Spurs au All-Star Game. On le sait que ça serait un peu un passage de pouvoir, j'ai envie de dire, mais bon, DeRozan ne se fait pas rêver en soi, mais ça se tient aussi. Et ensuite, Après, tu regardes les stats de DeRozan, elles sont encore en baisse par rapport à l'année dernière. Oui. Hein. L'année dernière, il était en 22-5-5 à 53% au tir. Cette année, il est même pas à 20 points, il est en 19-4-7, allez, si on arrondit, à 48% au tir. Ouais.
Et au true shooting, il est à 60. Chez encore au-dessus. Chez cette année, il est à 62 de true shooting. Ouais. Ouais. Mais le problème, c'est que si les Spurs se maintiennent, ce qui est pas sûr après, tu vois, je sais pas quand s'arrêtent les votes. Et en plus, on parle des votes là, mais les votes, c'est pour être starter, parce que le choix des coachs, il se fait encore plus tard. Oui. Euh, Pour ça, il y a le temps d'avoir d'autres tendances qui se développent. Hein. Shea a le temps, par exemple, d'enchaîner une grosse série ou l'inverse, de baisser un peu dans ses stats et d'autres monter. Donc, on prévoit ça un peu mais tôt. à l'heure actuelle, oui, mais parce que Ouais, les parce votes que ont les votes sont ouverts. commencé. Voilà. Mm, mm. Après, t'as Booker et DeRozan, s'ils y sont statistiquement, ils y seront peut-être pas parce que ils auront des bonnes stats, mais parce que potentiellement ils seront dans le top 8. Ce qui Ouais. sera peut-être pas le cas d'OKC. Surtout quand tu vois le calendrier qui s'annonce. Et t'as le dernier, Ja Morant. Lui, pour le coup, ce qu'il dessert, c'est qu'il a joué 6 matchs cette saison. 6 Mm, matchs, c'est pas mm, beaucoup. Si tu regardes les stats, 22 points, 2 rebonds, 7 passes, à 54% au tir. Même s'il met pas trop dedans à 3 points pour l'instant, il domine. Non, mais il est Memphis quand même joue à bien et, 61% au true ouais. shooting. Donc, Et Memphis joue bien. Memphis est haut dans le classement pour l'instant. Après, Memphis, je sais pas s'ils vont s'accrocher, je sais pas s'ils vont Je rester sais pas. cinquième de l'Ouest Parce comme que ça. eux, pour le coup, ils vont avoir beaucoup de matchs qui vont s'enchaîner aussi. D'ailleurs, il y en a un qui a été rajouté contre nous, si je me trompe pas. Ouais, on est en Euh, back-to-back ouais. à Portland. Ouais, après, alors, pour faire en gros notre point, c'est que chez Alestat et l'impact, voire le niveau par rapport à d'autres joueurs cette saison pour y être, mais que les facteurs Attention des marketing, médias. attention des médias, peut-être classement, à voir comment ça évolue, parce que en vrai, on a le 29e ou 28e net rating, on n'a pas forcément le bilan qui va avec, on a quand même un gros calendrier qui arrive. Bon, là, certes, on joue 2 fois Houston, 2 fois Minnesota, mais je crois Oui, mais qu'ensuite, il y a 2 Houston, on fois. peut perdre les deux. Hein. Et puis Oui, après, t'enchaînes, c'est Lakers, Nuggets. Lakers, voilà. Là, ça devient infernal. Après. La fin de calendrier est assez compliquée. Alors, on a bien tenu sur ce début de fin de mois ou début de mois, ça dépend comment. Les victoires contre Portland et contre Phoenix font Elles font entre du guillemets bien. du bien. Ouais. Après, 2 matchs plus compliqués contre les Clippers, enfin 2 premiers Celui cartons, j'ai contre envie de Denver. dire. Ouais. Donc, à voir où on se situe dans le classement. Moi, encore une fois, je considère que si OKC est en dessous de 10, 11, on va dire au contact, Même 9. Hein. ouais, ça va être chaud, parce que les équipes devant enverront des joueurs, donc ça sera intéressant en vrai, et je vois que ça a pas mal débattu de ça, même nous on a des incertitudes, ça sera intéressant de voir aussi comment les coachs considèrent Shea dès maintenant en fait, sachant que c'est eux qui vont Vu voter. comment il est trappé, il Ouais, le considère plutôt comme une il le menace. Hein. considère plutôt bien. Mais après, tu Euh, vois, t'as des équipes qui peuvent remonter. Les Spurs sont dans le top 8, mais Dallas est 12-13e. ouais, Parce que Dallas va bien remonter à un moment quand même si Porzingis. Mais Dallas va bien remonter à un moment. Est-ce que les ouais, Spurs vont pas mais- perdre 4 matchs? C'est tellement d'ailleurs, oui, serré que. imagine par exemple Dallas remonte, repasse devant les Spurs qui chutent, tu perds des Rosanne dans les candidats. Ah Après, ouais? ça se trouve, Porzingis redeviendra un candidat parce qu'il sera fort. Tu vois, ça peut vite changer. Oui, bon, j'extrapole le truc, mais t'as compris. Ouais, ouais. Ça se trouve, Denver va remonter et Jamal Murray sera candidat. Oh, alors là. Je fais exprès. Mais voilà un peu le point qu'on voulait soulever, l'interrogation qu'on a en ce moment, et qui est. Voilà, il y a un vrai débat autour de ça, et c'est intéressant de voir aussi, ça sera intéressant de voir comment l'aura et l'impact médiatique jouent dans ces sélections, notamment pour Zion. Je suis pas sûr qu'il y soit. Hein. Bah, moi je suis d'accord avec les gens dans le chat qui l'ont dit, c'est en termes marketing, en termes même de points, de stats, même quand tu vois comment ces actions sont relayées, comment. Ouais, bah après, dans ce cas-là, on dit on arrête de faire le All-Star Game et on fait juste un concours de popularité. Hein. Oui, ouais. Allez. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Je pense qu'on va conclure ce petit débat là-dessus, cette interrogation, et on va enchaîner sur une autre. C'est le gros sujet du moment, puisqu'on va parler de Théo Malédon. Ma question, mon interrogation, c'est surtout après les premiers matchs. Bon, j'essaie de la tourner d'une manière qu'on puisse débattre un petit peu. C'est jusqu'où va aller Théo Malédon? Wow. Qu'est-ce qu'il va devenir? Et plutôt, après, je te dis ça pour aussi que tu parles de ce que tu as vu et de ce que tu peux espérer. Mais voilà, quel rôle il doit avoir sur la suite de la saison peut-être? Quelle confiance t'as en lui? Qu'est-ce que t'as pensé de ces derniers matchs? Voilà, parle-moi un petit peu de Malédon. Et moi, ensuite, j'ai préparé un petit Tu vas venir topo casser l'ambiance. je vais pas venir casser l'ambiance, mais je vais relativiser des choses et que je vais plutôt remettre
je vais encore le re-questionner pour que ça aille encore plus loin. C'est surtout ça, donc c'est encore mieux. C'est comme quand t'as un bon élève que tu le pousses encore plus loin en le re-questionnant. Faut quand même dire aux gens qui nous écoutent qu'à un certain moment de la saison, Pierre nous a dit que Poku jouait mieux que Malédon. Bah, c'est vrai, et je le maintiens qu'à un moment, il y a deux matchs Il y d'affilée, a je 2 crois, matchs où- sur 18. Mais il y a 2 matchs. Il y a 2 cartons où Poku a rentré un tir et du coup il a mieux joué. Mais Mais oui, mais sur 2 matchs, il y a un moment où Malédon mettait plus ses tirs et il y avait encore moins d'impact balle en main et tout. Et où Poku a fait pas ses 2 meilleurs matchs de la saison, mais 2 matchs plus encourageants. Et j'ai dit ça, j'ai dit, il faut le dire, Poku est meilleur que Malédon sur 2 matchs. Mais bon là c'est plus compliqué. ah Là, bah là, oui. Il y en a un, là, il y a il pas trop de construit la grande muraille de Chine pendant que l'autre il fait des ficelles. Mais oui, bon, pour revenir sur Malédon, 19 ans et 233 jours. Ouais. Le mec est titulaire, déjà, il est titulaire dans une Bon après, franchise. il est Non, mais- titulaire parce que il est blessé et d'ailleurs quand il va revenir, je suis pas sûr que Malédon soit encore titulaire. Il faut Ah le bah dire moi aussi. j'aimerais bien. Ah mais Ça- ah ouais, est-ce que tu penses que alors c'est peut-être la question, est-ce que tu penses que Daynold peut faire ce choix dès maintenant? Je pense pas. Je pense Voilà. que c'est un peu trop tôt. Je suis d'accord. Après, j'aime bien George Hill, hein. J'ai rien contre lui. Mais s'il pouvait être envoyé à Boston, vraiment, les fans de Boston, vraiment, vous voulez pas de George Hill. Il vous ferait tellement de bien. Il va pas faire des 1 sur 12, lui, hein. Il va être propre. Bref. Mais en plus, t'as Ty Jerome qui va revenir. Tu peux vite te retrouver avec un embouteillage au final. Mais ça, on en parlera peut-être un peu plus tard. Mais Malédon, tu vois, tu disais, effectivement, il est starter parce que Georgie il joue pas. Daigneault, t'as pas fait starter Diallo, hein. Ouais. Ou Justin Jackson comme il l'a fait en début de saison quand Georgie il était pas là. D'ailleurs, Là, il- j'ai été surpris de ça. Bah, nous aussi, parce que on s'attendait à ce qu'il touche pas à son banc, mais il a fait confiance à Malédon, il l'a fait starter direct. Ouais. Et peut-être parce que Daigneault s'était rendu compte, comme nous, que Malédon, quand tu l'associais avec Shea, il était très bon. Quand tu lui mettais un autre porteur de balle à côté et que tu lui confiais pas toutes les responsabilités de création comme c'était le cas quand il était en sortie de banc, ben il est excellent. Et c'est peut-être le reproche que tu vas lui faire, mais moi je trouve que Malédon, depuis qu'il est starter, t'as pas grand-chose à lui reprocher. Alors, Le- du coup, c'est marrant parce que tu parles de création quand il était en sortie de banc et au final il l'avait pas. Mais Non, mais c'était lui le porteur de balle, quasiment. bah, Diallo Temps. avait quand même beaucoup la balle. Oui, mais moins la balle que chez. Tu vois, ça se résume, Bien le sûr. porteur de balle, ça se Bien résumait souvent à Diallo ou Malédon. à Malédon. Alors que Bien dans le entendu, 5, ouais, t'as ouais. Dort qui peut porter la balle, enfin, t'as Dort qui porte la balle d'ailleurs de manière globale. T'as alors Force qui peut jouer un petit peu au poste, voilà. Mais Beaucoup porte la balle aussi d'ailleurs, un petit peu. ouais, Plus en par défaut, mais il porte la balle. ouais, il fait des coast to coast. Mais non, mais depuis qu'il est titulaire, Malédon, déjà, là, une stat que je vois, premier match en tant que titulaire, il joue 21 minutes. Deuxième match, il en joue 30. Troisième, il en joue 33. Ça montre bien que le coach lui fait de plus en plus confiance et fait augmenter son temps de jeu. Je, Et je c'est pas- mettrais, je mettrais le troisième à part parce qu'on s'est fait défoncer et qu'il a joué dans le garbage time. Oui, mais t'enlèves les 5 minutes de garbage time, Oui, t'arrives il quand a même joué à 30 beaucoup, je minutes. suis d'accord avec toi, je chipote. Donc il aurait quasiment joué autant que... et encore, il joue pas les 2-3 dernières minutes de garbage time, hein. Donc, mais et les starters en plus reviennent, Daigneault fait revenir ses starters alors qu'on a un moins 20, mais bon, ça c'est autre chose. Mais Ouais, les il stats joue de Shea pour le All-Star Game, elles sont là. les stats de Dort qui a fait baisser son pourcentage à 3 points aussi. Ouais. Mais il a joué quasiment autant au final dans un match contre Phoenix où ça s'est joué dans le clutch que dans un match face à Brooklyn où il y a eu blowout. Donc, voilà, ça c'est satisfaisant, ça montre que le coach lui fait confiance. Après, au niveau de ses stats, bah, c'est intéressant. Il est à plus de 60% de réussite à 3 points depuis qu'il est titulaire. C'est quand même une stat assez Ouais, alors improbable. sur la saison, ça a réaugmenté Il est récemment. à 37 là. Ouais, parce qu'avant il était à moins de 30 pendant un moment, après il était un tout petit peu plus de 30 et là ça a augmenté ces derniers temps. Ouais, parce que là, contre Brooklyn, Voilà. il est à 6 sur 6. Forcément ça augmente. Donc voilà. Mais oui, très intéressant ce qu'on voit de Malédon. Le match contre Portland. En plus, il a pas des match-ups faciles, hein. Portland, premier match, t'as Damien Lillard à défendre, comme un certain Logan Dort la première fois qu'il a été titulaire d'ailleurs, si je dis pas de bêtises.
Deuxième fois, tu démarres contre Phoenix, tu joues contre Chris Paul. Bon, Chris Paul, pour le coup, qui lui a bien mis la sauce quand même, hein, faut pas déconner. Troisième match, t'as Kyrie Irving. Après, pour le coup, il y avait des match-up où tu peux te mettre en valeur offensivement. Quand tu joues Portland et les Nets, Oui, mais mais défensivement, je suis d'accord avec toi que t'as des match-up, ça te forme. bah ouais, t'apprends quoi. Même si c'était pas tout le temps lui en défense, il y Oui. avait Shea qui se collait un peu sur Chris Paul ou Dort qui se collait un petit peu sur Lillard, hein. D'ailleurs, dédicace au match de Lillard. D'ailleurs, on n'était pas, même contre Houston ou contre les Nets, j'ai du mal comme Harden et aux Nets, c'est incroyable. On n'était pas dans une configuration où Dort était exclusivement sur Harden. Il y a pas mal Non, de ça moments où c'était switchait. switché, voilà. On n'était pas du tout dans la même situation, donc oui, Malédon a eu à défendre un petit peu ces gros joueurs-là. Ça switchait d'ailleurs pour laisser Robbie en ISO sur Harden, Mon Dieu. pour moi, tu dois même pas le faire. Il prend son premier N1 là, tu le sors, tu fais aller. C'est Enes Kanter, c'est Can Play Robbie. C'est pire qu'Enes Kanter. Il apportait rien en attaque, il était dégueulasse en défense. Bref, mais pour revenir sur Maledon, parce qu'au final on diverge sur plein de trucs, mais au final le match, et là je vais peut-être te rejoindre, le match le plus intéressant de Maledon, c'est peut-être celui contre Phoenix. Ouais. Et tu me fais une bonne transition parce que je vais enchaîner. D'abord, pour confirmer un peu ce que tu dis, moi j'aimerais bien aussi mentionner cette très bonne connexion avec Shea. Ils se trouvent bien. T'avais la stat en duo Leur net où rating est à ils ont 5.5. Voilà. Et quand on prend d'ailleurs aussi le net rating du nouveau 5 majeur avec Maledon à la place de Hill, il est à 18 sur les 3 matchs en 45 minutes ou quelque chose comme ça, donc très intéressant. Moi, où je suis d'accord avec toi, où tu as commencé de le dire, où je trouve son match contre Phoenix presque plus intéressant que celui contre les Nets, d'abord parce que c'était serré, que ça s'est joué dans le clutch, où Maledon rookie était là sur le terrain, où il a mis un gros drive qui a fait basculer un petit peu le match et qui était très important, alors que sur les drives, et je le mentionnerai après, il n'est pas super efficace depuis le début d'année, notamment sur les tirs au cercle. Très important dans la formation qu'il soit là, qu'il puisse jouer ces matchs-là. Il a été plutôt bon, comme tu l'as dit, en défense, il a eu des responsabilités, il pouvait pas se cacher dans ce clutch-là. Donc là-dessus, voilà, moi c'était encore plus intéressant. Là où contre les Nets, il a eu que des tirs ouverts. Alors le cercle était très gros ce soir-là pour lui, il faut le mentionner, très grosse performance au tir. C'est la taille de l'océan. Il était en pure confiance. Mais il a été très bien servi par Shea, les Nets ne défendaient pas spécialement bien, mais par contre on s'est fait défoncer, donc c'était vraiment un match où tout le monde mettait dedans, donc là-dessus je suis un peu, alors je comprends que la perf fasse parler, mais je préfère presque son match contre Phoenix son match contre Phoenix est plus représentatif de ce que sera le restant de sa saison. Exactement. Il va pas tourner à 6 sur 6 à 3 points tous les matchs. Par contre, à 4 sur 7 avec un gros drive dans le clutch, ça pour le coup, ça peut être représentatif. Ensuite, moi en fait, ce que j'aimerais maintenant, c'est qu'on a vu, notamment dans le dernier match, que off-ball, c'était très efficace. Son tir est propre, il est prend en rythme, il est en confiance. Un joli tir à mi-distance là qui m'a fait bien plaisir. Ça, je vais en reparler ensuite, mais voilà, très bon sur ce catch and shoot. D'ailleurs, il fait de plus en plus penser à George Hill, c'est incroyable parce que c'était la compa, je crois, un petit peu d'avant-draft, notamment d'Alan. C'était les deux, et là, quand tu vois le jeu, c'est plutôt décent comme comparaison. Oh, il y a du George Hill. Ouais, il y a du George Hill. Moi, la limite en fait que j'ai ça, c'est qu'au final, on l'a vu presque que off-ball. Petite stat, il a pris 37% de ses tirs total à 3 points en catch and shoot, donc il a 48% sur ces tirs-là, donc très bon. C'était quelque chose qui était mentionné dans le scouting, ça qu'il est très bon en catch and shoot, puisque à Lasvel, il avait des fois ce rôle-là, il avait pas toujours la balle en main quand il jouait, bien entendu. Pour souvent. Ouais, voilà. Ensuite, le problème, c'est qu'il prend très peu de shoots. Donc, d'abord à mi-distance, comme tu l'as dit, il en prend peut-être 1 ou 2 par match. J'ai plus la stat exacte, mais il a un bon pourcentage, notamment dans les coins post-haut, là où il est plutôt à l'aise. D'ailleurs, après 2 dribbles, il a un meilleur pourcentage après 2 dribbles qu'après 1. Il y a une vraie différence. Donc, il y a une vraie dimension où il est plus à l'aise après 2 dribbles, surtout après un pick and roll. Par contre, il shoot à 41% au cercle, il a eu peu d'accès au cercle sur les drives, il est en difficulté des fois sur les finitions. J'ai une ou 2 images qui me reviennent où il a pas vendangé parce qu'il est contesté, mais il aurait pu scorer. Alors des fois, il en met des très beaux comme celui contre Phoenix, mais il est un peu en difficulté au cercle, il est largement en dessous de la moyenne de la ligue. Je pense que ça aussi, ça vient des mid-range et des tirs au cercle, c'est que c'est pas le joueur plus explosif de la ligue. C'est dur pour lui de jouer pour l'instant sur du 1 contre 1 pur, et du coup il a pas de gros décalage qui lui permettent de finir correctement. Donc le premier point, moi où je veux le voir maintenant progresser,
c'est son agressivité. C'est-à-dire que même le match là contre les Nets, à un moment, il est sur le terrain avec le banc, il donne la balle dès le début à Justin Jackson pour que ça soit lui qui remonte le terrain et qui crée. Non, on prend les choses en main, joue ton pick and roll et fais des erreurs. Franchement, t'étais très chaud, fais des erreurs, permets-toi de prendre un peu la balle, prends tes responsabilités et même va faire n'importe quoi, c'est pas très grave, t'avais fait un match de ouf, t'étais en pleine confiance, je pense que tu pouvais te permettre. Donc là, moi, c'est balle en main que j'ai envie de le voir faire des choses, puisque depuis le début de saison, au final, on le voit peu. Il a fait peu de passes décisives, il a 2,7 passes décisives pour 1,7 turnover, donc le ratio est pas excellent. D'ailleurs, il a le turnover pourcentage le plus élevé de l'équipe, plus que Poku, Constant. Il est à 19%. Poku est juste en dessous. Wow. Oui, je te prends les stats qui m'arrangent, hein, mais en fait, c'est pour montrer que... Il y a combien le pourcentage à 3 points de Poku cette Oui, saison, bon, voilà. déjà Mais c'est pas pour comparer les deux, mais c'est pour juste illustrer quand même. Et c'est pour ça que je veux le voir plus balle en main, et parce que comme j'ai dit aussi tout à l'heure, Shea joue plus de 9 pick and roll par match. Tout le monde est à 3 en dessous, et Malédon est à 2.5. Et pour moi, c'est pas, il doit jouer plus de pick and roll que ça, et d'ailleurs se développer dans cet aspect-là, parce que pour l'instant, il a 0,67 points par possession et 37% au tir sur les pick and roll. Donc, tu vois, moi j'ai envie qu'il fasse des erreurs, qu'il progresse, qu'on lui donne plus de responsabilités balle en main, et qu'il s'affirme autre chose que... Alors là, on a mentionné, il était très bon off-ball, mais là, j'ai envie de le voir faire autre chose, j'ai envie de le voir faire des erreurs, pas à la Killian Hayes un petit peu, tu vois, qui a beaucoup de responsabilités balle en main, mais qu'on fasse plus de choses. Là, il a pris confiance, il s'est adapté à l'NBA, il sera peut-être titulaire très prochainement s'il y a un trade, ou si jamais il y a le choix via George Hill. Voilà, maintenant, passe à vitesse supérieure en tant que meneur, et pas en tant que... de shooter. Ah bah alors tu me fais un point, tu viens de me faire une double transition. Parfait. T'as parlé de Killian Hayes. Ouais. Killian Hayes, il est drafté en 7. Malédon est drafté en 34. Ouais, mais alors, déjà... C'est un joueur du second tour. Moi, j'ai du mal, en fait, moi j'ai énormément de mal avec ça, parce que déjà, il était annoncé plus haut dans la draft, et en fait, les conditions et le rôle des joueurs, enfin, c'est pas comparable d'où il tombe et machin. Là, Malédon, il pouvait pas tomber dans une meilleure situation que ça pour lui, parce qu'il a des minutes... On lui demande quand même. Ah, mais regarde, par exemple, je te prends l'exemple de Kira Lewis, qui est drafté en combien top 15 13, 11. Voilà, qui ne joue pas. Il a joué dans le garbage time. Voilà, il joue jamais. Tu vois, en fait, j'ai du mal avec le fait... Alors, c'est très bien de mentionner, par exemple, Dort n'est pas drafté, Malédon est drafté loin, mais au bout d'un moment, il faut regarder le joueur en lui-même, quoi. Enfin, il faut pas tout le temps recontextualiser avec le tour de draft. Et par rapport, là, ça parle de Hayes. Moi, ce que j'aime bien, ce qu'a fait Détroit avec Hayes, et ce qui est bien pour un meneur, c'est qu'il a des ballons, il a des responsabilités, il joue. Donc là, il est blessé, il a pas beaucoup joué. C'était pas très efficace et tout le monde lui tombait dessus, mais au moins, il se développe, tu vois. Oui, mais est-ce que c'est peut-être pas un peu trop en demander tout de suite mais non, à je suis Malédon d'accord, de dire je suis complètement d'accord. tes tirs off-ball, joue du pick and roll. Mais tu vas pas me faire croire que quand il joue avec le banc, il peut pas prendre un peu plus de pick and roll, il peut pas jouer un petit peu plus. Mais ça me fait ma deuxième transition. Ça a été souligné par Shea en conf de presse. Il le trouve trop timide. Ah, voilà, merci. c'est pas une question de... Je pense que c'est pas une question de capacité. C'est une question de timidité. Et c'est pour ça que je le mentionne là aujourd'hui. C'est parce que je pense qu'il est capable et qu'il veut tellement bien faire, tu vois. Typiquement, l'action où il donne la balle à Justin Jackson dans le garbage time, c'est parce qu'il veut bien faire et que voilà. Mais je pense que même lui en est conscient. Et je crois que Shea a dit que Malédon était trop timide après le match contre Phoenix, si je dis pas de bêtises. Ouais. Et le match contre Brooklyn, bah, il a pris un poil plus de tirs. Alors effectivement, il a moins joué balle en main. Et t'as un autre truc, c'est que quand Daigneault a été interrogé en conf de presse, ça commence à parler du fait entre Shea et Malédon qui est le 1, qui est le 2. Mais on parlait de George Hill. En fait, ils ont surtout dit ça. Il a surtout dit que Malédon était un pur 1, mais que ses capacités off-ball étaient très intéressantes et que ça permettait de bien jouer avec Shea, qu'ils étaient complémentaires, etc. Mais après, les deux seront 1-2. On sait maintenant que ça a peu d'importance. C'est un backcourt, ouais. C'est un combo guard. Mais tu vois, tu parlais de George Hill. George Hill, en début de carrière, forcément, il était un peu plus créateur, mais George Hill, il joue pas masse de pick and roll non plus. Non, je suis d'accord avec toi. Surtout qu'il doit avoir Parker devant lui au début de sa carrière. C'est ça, oui. Non, mais même quand il était à Indiana, ouais. Il devait jouer un peu plus de pick and roll, mais malgré tout, je pense que depuis qu'il a quitté Indiana et depuis le moment où il s'est mis à tirer un peu plus de manière prolifique, tu vois, quand il était à Cleveland ou même à Utah, je pense pas qu'il jouait beaucoup de pick and roll.
Après, là, moi, je me base aussi sur Même à Milwaukee, hein. sur Il jouait très sur le off-ball. scouting de Malédon, où sa qualité première, c'était gestionnaire d'attaque, créateur, notamment dans la passe. Et là, Oui. je l'attends, je veux le voir, ça. Parce qu'on sait qu'il est capable, mais on lui donne pas les clés, et lui, il les prend pas non plus, j'ai envie de dire. Oui, mais c'est peut-être une question de confiance. Tu vois, à partir du moment où lui, Je suis tu vois, en d'accord. début de saison, comme ses tirs rentraient pas dedans, ben forcément, il était peut-être un poil plus timide. Là, on sait que la confiance chez un joueur, ça joue beaucoup. Ouais. Là, s'il voit que ses tirs tombent dedans, ce qui est le cas depuis qu'il est titulaire, bah, peut-être qu'il va prendre plus d'initiative au prochain match. Oui, non, je suis d'accord avec toi. Je reste dans le questionnement parce que je veux toujours en voir plus et que j'ai de plus en plus d'espoir, parce que vu ce qu'il montre et vu le rôle qu'il a déjà, honnêtement, c'est déjà presque un backup meneur correct en NBA. Quand je vois certaines Bon, équipes non. Bah, regarde qui font jouer certaines équipes, hein. Regarde Boston. Alors là, on prend l'exemple qui va bien, mais... Regarde qui font jouer en titulaire Boston. Oui, mais enfin, bon, Orlando a des Non, blessés. j'arrête. Non, en vrai, Mais tu... Moi, quand je vois Malédon jouer contre le meneur en face, contre pas mal d'équipes NBA, je dirais pas toutes, mais contre plusieurs équipes NBA, je suis pas... J'ai pas peur, quoi. Je suis pas... non. Tu regardes contre Brooklyn, c'est qui le meneur backup? Il y en a pas. Ouais, c'est compliqué C'est avec... Harden. Ouais, non, ouais, c'est compliqué Non, avec... mais regarde contre Phoenix, c'est Cameron Ah, Payne voilà, ou Javon Carter. je suis serein, hein. Regarde Portland, c'est Anthony Simons, alors qui est bon ces derniers temps, mais qui est pas non plus fabuleux. Oui. Non, mais oui, après tu peux prendre Orlando, on avait joué, il était contre Cole Anthony. Tu vois, ça va. Là, contre Houston, c'est qui le meneur backup de Houston? C'est Eric Gordon. Oui, voilà, ouais. Parce que ça Oui. switch, il tourne Mm. avec John Wall, Eric Gordon et Victor Oladipo. Là, je sais pas si George Hill jouera, mais contre Houston et Minnesota, d'ailleurs, ça va être intéressant parce que Houston, il aura des gros joueurs sur les guards, et contre Minnesota, c'est Rubio le backup, ou s'il y a D'Angelo, ou si, enfin, selon ce qu'ils font. Ouais, bah après, des équipes qui n'ont pas de gros joueurs dans le backcourt, il y en a pas beaucoup. Oui. Oui, ou Dinwiddie est blessé, oui, mais du coup, on le compte pas. Oui, mais Forcément, actuellement. forcément que sinon, oui, c'est une autre paire de manches. Je suis bien d'accord avec, dans le chat, je suis bien d'accord avec vous. Enfin après, ajouter Dinwiddie à cette attaque-là, ça sert à rien. Il Non, s'agirait peut-être d'ajouter un petit peu de défense quand non, en même. vrai, j'aurais préféré les voir regarder Jarrett Allen que Dinwiddie, mais bon, Donc, clairement. pour eux, je pense que ça aurait été plus intéressant. Mm. Voilà, est-ce que tu as d'autres choses à rajouter sur Théo Malédon? Sinon, après, je crois qu'on n'a plus d'interrogation, j'ai juste une question qu'on a récupérée de Twitter. Donc, Non, bah après, la question, c'est pas sur Georgie. c'est sur... alors, je vais la dire, on va enchaîner là-dessus. C'est Vas-y. Joe Danielos qui nous l'a posé, je crois qu'en plus il est dans le chat, donc je le salue d'autant plus. Je sais pas si vous prenez question. Nanana. Pensez-vous qu'il serait possible ou crédible de trade Hill aux Warriors et d'en échange obtenir le retrait de protection de leur pick 2021? C'est une autre question. Très bonne question. Si je peux me permettre, les Warriors ne feront pas ça parce que ils Ils ont plus de cap. ouais, ils ont plus de cap, ils ont une équipe extrêmement chère. Kelly Oubre leur coûte 3 fois son salaire Bon. avec, la taxe, etc. C'est l'équipe la plus chère de la ligue, je pense. Peut-être même. Oh oui. Ouais, après, les Nets commencent Peut-être d'être un même peu all-time. chers quand même, mais Non, parce qu'eux, ils ont la repeater tax, les ouais, Warriors. c'est l'équipe. La repeater tax, c'est ce qui fait le plus mal. Donc en gros, il faudrait qu'ils nous envoient un joueur avec un salaire correct. Donc soit ils nous renvoient Kelly Oubre. Ce que je pense pas qu'ils feront, mais voilà. Je vois pas en fait quel trade ils peuvent envoyer, quel salaire ils peuvent envoyer pour équilibrer le truc, parce que nous on peut absorber du salaire, eux non. Et un retrait de protection, oui, ça serait peut-être un truc intéressant à faire, parce qu'au final ils enlèveraient la protection, ils savent qu'ils seront pas une équipe qui sera très haut dans la draft, ils vont pas être dans les derniers, je pense qu'ils sont bien partis pour être au moins en play-in ou play-off. Donc ça pourrait se faire, et ça se fait d'enlever des retractions de pick, on nous le demande, oui ça se fait. Oui, ça se fait. C'est même obligatoire des fois dans certains trades pour que ça puisse se faire, il y a des règles, quand ils ont déjà Oui, tradé mais des ça, trucs. c'est la règle Stépien, Ouais. ça, c'est un autre débat. Mais au niveau des salaires, Georgie, il prend combien? 9 millions cette année? Faudra envoyer Looney, Bazemore et Wanamaker pour que ça marche au niveau salaire. Ils vont pas envoyer tout ça. Non, sachant que t'es déjà très short en termes de profondeur, je trouve, aux Warriors, tu te sacrifies pas de... Ah, t'es short parce que Clay joue pas, Oui. sinon tu serais bien. Oui, Hein. non, mais je suis d'accord avec toi, mais on prend en considération tout ce qui se passe. Clay qui commence une très bonne deuxième carrière en tant que journaliste. Oh, il est incroyable. Il est extraordinaire. Et non, mais Avec vraiment, cette je sortie sais incroyable sur McGruder à la fin. Non, mais même, j'ai regardé le match contre les Pistons, il fait tout le troisième quart.
Il y a les 2 dernières minutes où il passe en commentateur en play-by-play, il est incroyable. Vraiment, il est extraordinaire. Vivement que je sais qu'on est sur un compte fan du Thunder, mais vivement que Klay Thompson remette un pied sur un parquet NBA parce Non, que mais ce qui est vraiment, incroyable, c'est que j'ai l'impression que j'ai pas grand monde qui aime pas Klay Thompson. Je pense que tous les deux, on l'aime vraiment bien. nous c'est un syndrome C'est de oui, c'est ce que Stockholm. j'aime bien dire. Mais oui, moi, Non, mais je l'aime bien, mais enfin, ouais, j'ai du parce mal que à voir comment tu peux pas aimer le joueur, en fait. oh, et puis même la personnalité, Voilà. le joueur est fun. Bref, c'est pas un débat Klay Thompson, mais très compliqué du coup d'envoyer Hill, je pense, aux Warriors en termes salarial. Peut-être une troisième Ouais. équipe qui se grefferait, mais ça complique encore plus. Boston. Voilà, alors là on nous demande où vous voyez partir, et t'as ta théorie Boston qui fait largement sens, puisque Boston. Jeff Teague n'est pas bon, Pritchard a des minutes mais reste un rookie, Boston a Il du est trade blessé en exception pour absorber pas mal de contrats. plus. On les voit notamment à un moment, ils étaient cités parmi pour avoir Drummond par exemple. Enfin, voilà, il y a pas mal de choses. Donc Boston, gros candidat. À voir après qui d'autre. Est-ce que tu as d'autres idées? Boston. Non, c'est le fit parfait pour cette équipe en plus. Ils ont besoin d'un backup meneur à la mettre capable de rentrer ses shoots et qui prend pas trop la balle à Jalen Brown ou à Jason Tatum. Ouais, Georgie. ouais. Et en plus, ils peuvent encaisser le salaire. Et ils peuvent envoyer des jeunes, je sais pas, t'envoies Romeo Langford et puis voilà. Donc les autres équipes, quelle équipe aurait... Je vois pas d'équipe qui a autant besoin d'un backup meneur que... Les Nets. On en a Non, parlé. parce qu'au Non, non. final, ça Orlando. sert pas à grand Moi chose. j'aime bien Orlando. Ah, mais Orlando, il serait starter limite. Oui, il serait starter. Il serait... Est-ce que si t'es Orlando, tu prends vraiment, tu te dis vraiment, on se décide d'aller en playoff? C'est Orlando, hein. Tant qu'ils peuvent être moyens, ils le font, tu vois. Ouais, l'objectif d'Orlando, c'est être pas plus haut que 10 et pas plus bas que 12. C'est vraiment Ouais. l'objectif d'Orlando depuis le départ de Dwight. Est-ce Mais, que Utah, non pas Utah. Est-ce que non, non, Dallas, ça tourne trop non, bien. je me suis est-ce que Dallas pourrait? Possiblement Dallas, Jalen Brunson, même si je l'aime bien, fait pas une saison Ouais, extraordinaire. Tim Hardaway est plus un 2. ouais. Enfin, T'as même totalement un 2 d'ailleurs. Richardson, ok. Richardson qui va revenir à un moment ou à un autre, Ouais. parce que je préfère limite le faire jouer 3 que le faire jouer un, même s'il est un poil petit. Peut-être Dallas, peut-être Dallas. Quelle équipe potentiellement tu vois, Phoenix? Moi, je ne vois pas retrader avec Phoenix, mais Phoenix, tu remplaces Jevon Carter et Cameron Payne par Georgie la main, Ouais. t'es plutôt content. Là, on nous dit, ouais, il y a pas mal d'équipes qui, il y a les Cavs, il y a les Bulls. Les Cavs, les Bulls, Après, effectivement. les Cavs sont déjà, ouais, si, ouais. Non, les Cavs, le backup à la main, c'est qui Ouais, il y a des c'est, Vedova, mais après, ils doivent tout le temps jouer avec Sexton et non, il y est Garland. plus. Plus. Mais non, mais je te dis, réfléchis dans ma tête qu'il y a, Sexton et Garland doivent. Non, mais Della Vedova, il y est plus. Hein. Si, il y est. Non, 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 non. Si, je crois bien que si, hein. Non, attends. Est-ce qu'il joue? C'est une autre question, mais je pense qu'il est dans l'équipe. Garland ou Qu'il Sexton a... doivent être toujours un des deux sur le terrain. Il y a. Ah putain, oui, il a été signé, mais il a pas joué un match par Non, contre. mais il a Parce pas que joué. il y a même pas de numéro. Qui c'est qui joue alors en tant que. Ouais, vous me posez une colle. Est-ce que. C'est pas du Dodson. Il y a peut-être d'autres. Il y a Windler aussi qui joue. Ouais, Windler, mais Windler, c'est plus c'est un pas 2. un... C'est un 2, 3. 3. non. Attends, on va regarder. Excusez-nous notre inculture, mais là pour le coup on a un blanc. On va regarder le banc des Cavs lors du match face aux Knicks. C'est Jarrett Allen, donc c'est pas un meneur. Taurean Prince, c'est pas un meneur. Cedi Osman, c'est pas un meneur. Et Dean Wade, c'est pas un meneur non plus. Donc en gros, ouais, il tourne avec Ouais. Sexton, Garland. Des faux meneurs. Ouais. Donc pas mal d'équipes qui pourraient être intéressées au final, mais ouais, les salaires, ça devient vite short. Et ouais, il faut récupérer. Après, Georgie, là, pas non Ou un plus gros un salaire. énorme salaire. Donc, Après, il faut récupérer un pic de draft ou un jeune, et ça sera très bien. oui, oui, Donc oui, plutôt oui, de le oui. perdre contre pas grand-chose. On avait quelques questions pour finir, je vais enchaîner. Une qui était plutôt intéressante, qu'on aura l'occasion de reparler. Y a-t-il un poste en particulier qu'il faut viser à la draft ou pique le potentiel le plus élevé? Et souvent, c'est drafter un pivot Toujours pique le potentiel le plus potentiel. élevé. Même pas la question, même si c'est, allez, j'avais envie de dire presque le même poste que chez, prends, s'en fout. Parce que C'est, tu regardes les pires choix de draft de l'histoire, c'est souvent des équipes qu'on prend en fonction de poste. leurs besoins et non en fonction du meilleur talent possible. Ouais. Tu prends toujours le meilleur talent. Par exemple, nous, on aurait été les Warriors, on n'aurait pas pris Wiseman, je pense. À part s'ils l'ont plus Le haut. plafond de Wiseman, Oui, faut après, prendre ouais, une c'est vrai. échelle. Hein, parce Après, que- à part s'ils l'ont plus haut dans leur board que la Melo, hein, mais moi, j'aurais pas pris Wiseman à ce moment-là.
Mais voilà, c'est un exemple comme un autre, hein. Mais n'importe quel Mm. poste, faut prendre le talent, surtout à ce moment-là d'une reconstruction potentielle. En plus, même tes joueurs importants, ils peuvent jouer plusieurs postes. Shea peut jouer un 2-3, presque. Non, même, oui, Shea peut jouer un 2-3, mais regarde, quand tu es une équipe, par exemple, on va prendre l'exemple de Utah. Utah, il y a quelques années, quand ils draftent Donovan Mitchell, t'as Gordon Hayward qui part à la free agency, mais au poste 2, t'as Alec Burks, t'as de quoi faire. Mm. Ils prennent quand même Donovan Mitchell, parce que je pense qu'à ce moment-là, Donovan Mitchell, c'est le meilleur joueur encore disponible. Eh bah, Donovan Mitchell, il est tellement fort qu'il passe titulaire et qu'il remplace Alec Burks. Mm. S'ils avaient pris un joueur, par exemple un poste 3 ou un poste 4, parce ils en avaient eu besoin, bah, ils seraient peut-être pas là où ils sont actuellement. Ouais. Parce qu'ils ont pris le meilleur talent disponible. Il faut très rarement prendre en fonction de tes besoins. Il faut toujours prendre le meilleur joueur. Oui, mais c'est là, on peut que citer d'ailleurs Alan, qu'on a déjà eu dans le podcast et qu'on réaura, qui dit c'est draft au talent obligatoire presque. Oui, mais je suis quasiment Et d'accord avec toi. autre exemple, 95% du cas. les Cavs qui draftent Garland après Sexton, qui ont même drafté Kevin Porter Jr. si on rentre en compte ça, et qui au final sont très contents, je pense. Ah oui, 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 oui. Je pense que leur bac courte, là, Ouais. pour le coup, il promet. Alors que pourtant, la draft, beaucoup étaient à dire pourquoi tu vas drafter un meneur alors que t'as déjà Colin Sexton. Mm, Mais mm. maintenant, les deux s'épanouissent en jouant ensemble, quoi. Ouais. Donc, Ouais. Donc au talent, pas au poste. ah, au talent, au Surtout talent. pour un pivot, à part s'il est générationnel, enfin, euh, un pivot, tu trouves un rim runner pas cher, enfin, je suis désolé, hein. Bah, à part si c'est À part Jokic. si c'est Jokic. Bon, la Mobley a le profil justement pour lequel je drafterais un pivot. Typique. Après, Mobley, il est pas 4-5 non Ouais, plus. mais on va dire c'est un Davis Towns, voilà, c'est plus pour ça. C'est un 4-5. C'est plus pour ça que drafter un rim runner avec un haut choix de draft et un premier tour, Non, non, ça sert à non, rien. c'est pas le plus utile, c'est pas le plus Ou utile. avec une fin de premier tour. Tu vois, Ouais. Ouais. Autre question, est-ce que on serait pas intéressé par prendre un gros contrat contre un haut choix de draft comme Blake Griffin? Ah si, Bah carrément. mais pas Black Griffin. C'est justement ce qu'il faut, quoi. Oui, Blake Griffin, c'est bon, voilà. Mais c'est juste, Non, mais je pense que les Pistons vont pas trader Blake Griffin. ils peuvent plus. Je pense que c'est une équipe contender qui échangera un gros contrat en échange d'un bon joueur. Ouais, Où ils vont se débarrasser justement d'un gros contrat pour faire de la place ouais, pour faire un trade, par ouais. exemple. Pas les Pistons vont rester dans cette optique-là, mais oui, on peut se placer sur des équipes qui veulent dégraisser pour avoir un meilleur joueur à la place de celui qu'ils envoient en fait, avec C'est un ça. pic. C'est pour ça, moi, ça m'a un poil embêté qu'on se soit pas greffé. Je crois que je l'ai dit, mais ça m'a un poil embêté qu'on se soit pas greffé dans le trade de James Harden, Ouais, par exemple. où les Cavs Tu ont vois Cleveland qui récupéré récupère Jarrett Allen contre quasi et rien. Torian Prince contre deux cacahuètes, quoi. Contre deux Twix, quoi. Ouais. Autre question, je sais que c'est trop tôt, mais est-ce que vous commencez à avoir des regrets sur Poku quand on voit derrière qu'il y a Achua et Maxi? Alors Achua, pour le coup, non, Bon. parce que... Ah, Maxi, oui! Oui, alors, j'ai séparé les deux. Achua est plus vieux, il a pas un plafond aussi haut, alors il peut défendre beaucoup de postes, Runner, hein. etc. Mais ça sera jamais un grand joueur offensif pour moi. Donc c'est pour ça que j'ai plus de doutes là-dessus. Et par contre, Maxi, tu peux avoir des doutes. Mais Ah, encore une ouais. fois, encore une fois, ça c'est dans 3 ans au moins qu'il faut le voir. En fait, c'est ça le truc. Non, faut pas juger la draft d'un joueur à partir de sa première année. Surtout celle de Ça, par Poku contre. qui n'a jamais joué au haut niveau, qui n'a pas le physique NBA. Je reprends un tweet que j'ai écrit hier, qui n'a pas le physique, qui n'a jamais joué au niveau, qui n'a pas la confiance. Enfin, il y a plein de choses qui font que c'est dur pour lui. Alors, on peut être déçu un petit peu de sa saison. Ah si, la confiance, il l'a, par contre. Disons Ça, je qu'il suis ose. Après, Ah, il l'a, oui, il a la c'est vrai, confiance c'est en vrai. soi, mais il a pas la réussite. Donc, ouais, je suis pas déçu. Après, faut attendre encore une fois, hein. C'est trop dur de se placer maintenant. Parce que, ouais, bah, dans ce cas-là, ben, Dans ce cas-là, Kawhi, sa première saison, est-ce que c'est un bust? Paul George, sa première saison, est-ce que ouais. ça sert à rien? Non, mais tu vois, Jimmy même si on Butler, juge la draft, bah, du coup, pourquoi les Pélicans draftent Kira Lewis avant Maxi? Pourquoi Nesmith joue très. Maxi, c'était pas faute de prévenir après, hein. Oui, mais tu vois, il y a Nesmith qui joue pas beaucoup à Boston alors qu'il est drafté haut. Enfin, il y a plein de cas comme ça. Il y a plein de cas où il faut attendre en fait. C'est sur une situation sur le long terme, surtout avec beaucoup quoi. Bah ouais, ouais, de toute façon, Poku, on l'a dit, dès sa draft, fallait pas le juger sur sa Ouais. première année. Et moi, je savais même pas si, enfin, on savait pas s'il allait beaucoup jouer, voire jouer tout court.
Ouais, bah là, il joue. Ouais. Mais, Ouais. Donc je pense qu'on n'en a pas fini avec Poku. Je pense que ça va être un gros truc à suivre. non, ouais, bah, après, ce qui fait tâche, c'est que si tu le compares avec Malédon, effectivement, les deux ont quasiment le même âge. T'en as un qui a une vie ready et t'as l'autre qui Ouais. l'est pas du Mais tout, t'as quoi. deux contextes complètement différents, hein. Ah bah oui, T'as un oui. joueur qui a été en équipe de France et qui a joué de l'Euroleague pendant 2 ans, et t'en as un qui joue en deuxième division grecque, quoi. Mm. Donc, et soyons patients, hein, il a pas beaucoup de matchs, il a été même un peu blessé, enfin, il a eu une commotion cérébrale. Il y a plein de choses qui font que, voilà. Ouais. Mais, Oui, patience avec beaucoup, on verra bien. Et puis si jamais ça le fait pas, bon bah je dirais que j'avais raison. Et puis voilà. ouais, moi je dirais, j'enlèverais mon t-shirt Je dirais Pokémon à chaque fallait fois. prendre Maxi et puis voilà. Mais encore, en plus, dites-vous, alors pour ceux qui voulaient prendre Maxi, on n'aurait pas vu Malédon si on avait pris Maxi, donc. Euh, Et on draft Quickly quand même, hein. Avec notre pick qu'on envoie ensuite au Knicks, c'est Quickly. Oui, mais on le draft pour les Knicks, on le sait, on le veut pas, tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais putain, Quickly, ce qu'il est en train de faire là, c'est mieux que Malédon, hein. Oui, pour le coup, oui. Euh, Quickly, là, tu fais un top 3 du Roy, il est dedans. il est. Ouais, Lamelo à et Liberton, lui, Quickly. ouais, c'en est pas très loin, c'en est pas très loin, donc. Ouais, effectivement. Très grosse surprise Quickly d'ailleurs là-dessus. Oh, ouais, fort, fort, fort. Juste pour finir, bah tiens, ça me fera une très bonne transition pour un autre Ah, truc. Quelques mots sur Vit Krejci. J'ai vu qu'il était dans l'équipe de J-League, j'aime bien son profil. Alors on va vous avouer, moi je l'ai pas vu jouer, je pense que Constant non plus. Des images non. qu'on a vues, c'est quoi, un 3 qui peut jouer à peu près un 2-3, voilà, qui est assez Tu veux- je suis allé sur le site d'envergure au moment de sa draft, il était catalogué comme 2, 3, 4. d'accord. Qui peut un peu jouer balle en main, qui est un tir intéressant. Alors capacité athlétique, c'est dur d'en parler vu qu'il va revenir d'une grosse blessure, donc on verra. Je trouve ça intéressant qu'on le fasse déjà venir par contre, même avec le groupe G-League, pour qu'il fasse sa rééducation, qu'il aille dans la bulle, qu'il côtoie peut-être l'environnement. Donc c'est qu'il y a, je pense, un vrai désir de le faire jouer dans le futur et de l'utiliser ou de voir ce qu'il peut donner au moins. Donc là-dessus c'est intéressant. Et j'en profite pour faire la pub, puisqu'il y aura la bulle de G-League. Je sais plus quand ça commence, mais très rapidement, ils ont fait leur draft, ils ont Je sais plus, annoncé moi. les rosters. Donc il y a un autre Français, notamment dans le roster au KC, Jalen Ward. Il y a plusieurs joueurs intéressants, notamment Vit Krejci. Donc n'hésitez pas à suivre un peu ce qu'il fait. On va essayer de suivre ça un peu loin. On pourra pas regarder tous les matchs, bien entendu, mais on va suivre ça. Il y a d'ailleurs un compte FR de G-League qui parle de ça, donc plutôt intéressant. Si jamais il y a quelqu'un qui veut faire un compte FR au KC Blue, il y en avait un avant, je crois pas qu'il existe encore, mais ça peut être marrant. Bon, après, il faut suivre de la G-League. Mais Si vous êtes fan de Moses Brown, n'hésitez oui, pas. parce que du coup, oui, c'est peut-être une bonne tradition, c'est que Josh Hall et Moses Brown vont rejoindre la bulle de G-League, donc ne seront plus avec le roster Mm. pendant un gros mois. Comme Kevin Mm. Porter Jr. d'ailleurs, ce que j'ai vu tout à l'heure juste avant le podcast, qui devrait jouer dans Ah la... Ouais. bon? Dennis Smith Jr. y est, hein. Dennis Smith Jr. et Kevin Porter Jr. que Houston a décidé de un peu réhabiliter, de revoir un peu ce qu'il peut donner sur un terrain en l'envoyant Oh, c'est pas bête comme idée. ouais, en l'envoyant dans la bulle, il pourra ouais, je pense que ça peut le cadrer, ça peut être pas mal. Et aussi bien sûr à regarder la team init avec Jalen Green et Jonathan Kuminga, deux gros Ah bah ça. prospects qui sont très attendus d'ailleurs, qui auront plus de matchs en antenne nationale que le Thunder à eux deux. Non, mais le Blue a plus de matchs en antenne nationale que le Thunder. Donc voilà. C'est ce que je te dis, ça. Voilà, je pense qu'on peut finir là-dessus. C'est assez intéressant. Non, mais l'année prochaine, avec Ed Cunningham, on en aura 20, et puis voilà. On l'espère l'avoir, mais ça va être compliqué, comme on l'a dit dans le podcast. Mm. On va arrêter là pour ce live. Merci Constant, encore une fois, d'être venu participer, Merci comme à d'habitude. toi. Merci à tout le monde dans le chat. On était, je pense, 25-30 presque tout le long. Il y a eu pas mal d'activités, notamment sur les trades à faire, la draft et tout. J'ai pas tout suivi, mais j'ai vu qu'il y avait de l'activité, donc c'est super. Donc on vous remercie encore une fois, on vous invite bien sûr à vous abonner à notre chaîne Twitch, à notre chaîne YouTube, aussi à vous abonner sur toutes les plateformes d'écoute à notre compte. N'hésitez pas aussi à écouter notre dernier épisode en anglais. Je sais que c'est peut-être plus dur pour tout le monde pour l'anglais, mais c'était vraiment un très bon podcast avec beaucoup de choses intéressantes. On sera là la semaine prochaine avec un nouveau podcast du coup, un live dans 2 semaines. N'hésitez pas aussi à vous abonner à notre compte Twitter, à le partager, on est presque à 6000 abonnés, on stagne À 5 personnes près. il stagne depuis peu là, à 6000, donc n'hésitez pas à le partager, ça vous fait toujours plaisir. Et voilà, on se retrouve très vite, merci tout le monde, à bientôt et salut. Salut.